On va. Je crois qu'on a un trailer, non? Où on l'a. Ouais. Alors, on va peut-être commencer par ça. Il y a 5 minutes. Allez, dégustation! À 13h, là, le mec, il te passe, regarde. Il arrive, souris. Non, souris pas. Parce qu'Antoine croit encore que tu vas au yoga prénatal. Ah oui, au rythme où je suis censée y aller, le Dalai Lama peut aller se rhabiller, hein. T'es meilleur pote avec mon frère Antoine. Il y aura pas de troisième fois. La vie des autres est tellement mieux. Moi, ça va vraiment pas, là. Hein. Non, mais attends, t'es sur Instagram, là? Ouais. Ouais, bah d'accord, super, très bon move. C'est l'idéal quand tu déprimes. Hein. Va directement sur le compte de Gisèle Bunchen. 2018, elle a pas besoin d'un mec pour reprendre sa vie en main. Mais pas d'un mec, mais d'un ou plusieurs pénis dans son vagin régulièrement. Moi, c'est Jules. Elsa. Elsa. Dîner vendredi soir. Écoute, je vais t'expliquer, tu vas y aller, ma fille. Hein. Je suis bidon. Je vois tout sauf quelqu'un de bidon, moi. T'es magnifique. Le mec m'envoie un message pile au moment où je renonce à la vie. C'est une pute. Je comprends pas. Il est là pour la sauver, enfin, pour la baiser. Non, mais attends, hé. Le mec, c'est pas un pute, hein. Ah non, c'est un pute plus, hein. Voire plus. Mais comment t'as pu lui faire ça, quoi? Tu la kiffes un peu. Mais vous êtes trop chelou ce soir. Vous me cachez un truc ou quoi? Ok. Alors, on va parler encore de Netflix, cette fois sur le côté fiction, avec une série française qui arrive donc le 7 décembre sur les écrans, enfin sur la plateforme, produite par François Florentini et réalisée, ou comment vous dites, écrite par Noémie... Réalisée. Ouais, créée par Noémie Salio. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord peut-être nous raconter comment cette série a atterri sur Netflix? Tout à fait. En fait, au départ, on voulait faire éventuellement une comédie romantique en langue anglaise. Donc, on l'avait pitché pour le marché britannique à Netflix. Et en discutant avec eux, ils nous disent on aime beaucoup l'idée, on aime beaucoup le pitch, t'es français, t'es une boîte de prod française, pourquoi est-ce qu'on ne songerait pas à faire ça avec des talents français? Et donc moi j'avais une idée de départ qui était assez intéressante. Et on s'est dit, je vais essayer de trouver le talent qui va nous permettre de pouvoir écrire une série qui ressemble au public français, qui soit suffisamment différente, qui soit suffisamment innovante. Et avec Noémie, ça faisait quelques années qu'on essayait de bosser ensemble, mais on n'avait jamais trouvé. Elle venait de sortir Telle mère, telle fille. Je lui envoie le pitch en lui disant, écoute, j'ai pensé à toi pour ça. Elle me rappelle 48 heures plus tard, elle me dit, c'est génial, je vais le faire. Et donc ça, c'était février de l'année dernière. Elle a fini la promo de son film, donc on a fait pas mal de développement avec beaucoup de conférences call aux quatre coins du monde pour madame. Et on a commencé l'écriture l'été dernier pour tourner au printemps de 2018. Ouais, c'est allé très vite. Il n'a jamais été question de présenter la série à une chaîne de télévision? Alors, on n'a pas vraiment... ça ne s'est pas vraiment présenté comme ça. C'est-à-dire que, évidemment, je me serais tourné vers des diffuseurs français dès le début, mais c'était un projet qui était à la base pour l'étranger, parce que l'idée de départ était faite à Londres, donc j'avais vraiment pas pensé à un diffuseur français. D'accord. Mais effectivement, il y a des diffuseurs français qui auraient été tout à fait appropriés pour ça, et Noémie avait déjà travaillé avec certains d'entre eux, donc ça aurait très bien pu être pour un diffuseur français, tout à fait. Alors, et après, non, c'est que ça a été vraiment super vite, c'est-à-dire que Noémie, on s'en est parlé en février, on a commencé à écrire la Bible durant l'été, et voilà, on a enchaîné directement avec écriture, prépa, tournage, et on tournait moins d'un an après avoir s'être tapé dans la main avec Netflix. Ok. Alors, je pense que vu la réputation de Netflix, et ça pèse aussi lourd que Disney en bourse, c'est devenu un mastodonte. Tout le monde a envie un peu de savoir comment ça se passe quand on produit pour Netflix. Alors vous, Noémie, vous avez réalisé Connasse et Telle mère, telle fille. Comment ça s'est passé? Quelle est votre impression sur comment ça s'est passé, les allers-retours avec la production de Netflix? Comment est-ce différent notamment du cinéma pour lequel vous avez travaillé avant? Il y a beaucoup de choses qui sont différentes du cinéma. Déjà, j'ai pas allumé mon micro. Déjà,
Déjà, voilà. Bon. Y a beaucoup de choses qui sont différentes du cinéma. Déjà, le fait de faire une série longue, parce que c'est vrai que j'avais fait une série très courte pour Canal qui s'appelait Connasse, c'était plus des petites pastilles. Là, à l'écriture... C'était une série et un film ensuite, c'est ça? Oui. Ouais, okay. On a fait la série et après on a fait le film au cinéma. Là, c'est vrai que c'est une écriture qui est très différente. L'écriture de série, c'est hyper amusant parce que tu peux vraiment te plonger dans tes personnages beaucoup plus longtemps, leur donner beaucoup plus d'espace. Et du coup, c'est vrai que moi qui suis toujours très obsédée par le fait de faire des personnages féminins, parce qu'on en a beaucoup manqué pendant 50, 60 ans. Là, j'ai pu vraiment faire des personnages qui sont un peu tout, comme les femmes d'aujourd'hui, et qui ne sont pas seulement la femme d'eux, la fille d'eux, la maman ou la putain. Et c'est vrai qu'avoir le temps de se plonger là-dedans, c'était génial. Après, travailler avec une plateforme par rapport à un distributeur, c'est vrai que la différence, c'est... Déjà, ils nous donnent une très grande confiance en nous. Je pense que les distributeurs français, il y a toujours une très grosse angoisse à la sortie d'un film. Là, je vois arriver la sortie comme un long fleuve tranquille. Ils sont très sur d'eux. Il y a une espèce d'émulation hyper sympathique de ça va être super. On sait que on va avoir que les gens vont aimer, que les gens vont se retrouver dans certains personnages, etc. Il y a une espèce de confiance en soi qui est hyper agréable. C'est vrai pour nous créateurs parce qu'on l'a rarement vécu. Un esprit un peu anglo-saxon. Ouais, je pense qu'il y a aussi beaucoup de ça. Moi, je suis très dans l'esprit anglo-saxon pour ma fille, pour les écoles, etc. Je trouve qu'en France, on a tendance à toujours dire ce qui ne va pas, au lieu de dire ah bah ça, tu le fais très bien, vas-y, pousse là-dedans. C'est un peu la même chose. C'est vrai que les distributeurs français sont parfois un peu angoissants et que là, on a une espèce de joie de vivre. Après, je peux pas comparer avec la télé française parce que à part Connasse qui s'est très bien passé et où j'avais vraiment, c'était très gai aussi. J'ai jamais fait de série ou d'unitaire pour la télé vraiment de façon claire, quoi. Mais là, vous discutiez avec des gens à Los Angeles, à Amsterdam, à Paris. Comment c'était Ça a commencé avec, effectivement, à Los Angeles, donc avec des calls assez improbables vers 19h, 20h ou autre. Ensuite, une partie de l'équipe est arrivée à Amsterdam, mais vraiment, Netflix, ils ne vous font pas sentir où ils sont. En fait, on ne comprend même pas. Il y a des fois ils ont des numéros de téléphone dans tous les pays. Mais en fait, ils ont des organisations qui sont très à l'horizontale. Donc, en fait, la personne qui est en charge du programme va superviser plusieurs pays à la fois. Donc la nôtre, elle a supervisé l'Inde, le Brésil, la France et l'Italie. Donc parfois elle était à Rio, parfois elle était en Inde. Voilà, mais tous les calls qu'on devait faire toutes les 2 semaines, et il y a un suivi aussi qui est très régulier, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent comme des producteurs, comme un studio. Donc ils vous accompagnent. Moi j'ai vraiment eu l'impression d'avoir 2 producteurs en plus sur ma série. C'est-à-dire de pouvoir discuter avec eux du casting, de la musique, de la DA, de comment on va préparer les comédiens à une certaine scène, quel est le plan de travail qu'on va faire. Donc c'était vraiment un accompagnement. Après, moi j'ai bénéficié de ce même accompagnement avec TF1 sur les unitaires qu'on avait fait avec Marie Guillaumont. Donc non, mais c'est vrai. C'est juste qu'eux, ils ont une équipe qui est non-stop. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'à chaque poste, il y a 6 ou 7 personnes, 6 ou 7 interlocuteurs différents. Ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres boîtes. C'est-à-dire qu'on va parler à quelqu'un en développement, il va y avoir 4 personnes qui vont venir. Ensuite, on va parler à la production, il y aura 5 ou 6 personnes. À la post-production, il y en aura 5 ou 6. Il y en aura 1000. Et au marketing, il y en aura 1000. Voilà. Ah ouais. Et le savoir-faire marketing, est-ce qu'il est impressionnant ou est-ce qu'il est différent? Il y a un effet momentum qui est indéniable pour eux, c'est-à-dire qu'ils sont en pleine croissance. C'est le premier acteur d'OTT qui a vraiment transformé, qui a vraiment cristallisé un nouvel usage. Donc ils en bénéficient, ils sont hyper bons pour comprendre où se trouvent leurs audiences et aller les chercher. C'est-à-dire est-ce que c'est Instagram, est-ce que c'est ailleurs. Et ils ont plein d'outils intégrés et de connaissances de l'audience qui sont beaucoup plus aboutis que des résultats de médiamétrie ou autre, parce qu'ils ont des adresses IP. Par exemple, je vais vous dire un truc, quand on discutait avec eux, ils savaient ce que Noémie et moi regardions. C'est-à-dire, on parle d'un truc et on dit « ouais, on aime bien Crazy Stupid Love ». Et ils disent « oui, mais pourquoi vous aimez cette série ?» J'arrive, je dis bah, « c'est pas moi qui regarde ça, c'est ma babysitter, mais c'est bien ». Mais donc, ils ont une connaissance des usages qui est hyper intéressante. Et ensuite, c'est vrai que sur les talents, ils ont une culture très à l'américaine de talent first.
Et les talents d'abord, c'est vraiment, une fois qu'on a trouvé Noémie, c'était Noémie qui était capitaine du bateau sur l'édito, sur les choix. Il faisait des suggestions, mais à la fin, c'était toujours, on est allé chercher Noémie pour un ton ou pour quelque chose, donc on va aller au bout. Il nous reste 3-4 minutes sur le bilan économique, peut-être un peu de travailler avec une plateforme comme ça. Nicolas, est-ce que tu peux aussi... Est-ce que vous aviez dû compenser peut-être un peu moins de liberté éditoriale par plus de moyens? Est-ce que vous sentiez qu'il y avait... Je pense que tous les producteurs connaissent la même équation, c'est rapide, bien et pas cher. Donc vous en choisissez deux. Donc on a été rapide et on pense que c'est bien. Donc ça ne peut pas être pas cher. Et c'est une machine à laquelle on n'était pas forcément habitué. On a dû prendre des postes qu'on ne devait pas prendre. C'est-à-dire que ma directrice de post-prod a commencé en même temps que Noémie a commencé à écrire la Bible. Donc c'est vraiment une organisation qui est complètement différente parce qu'on savait qu'on devait livrer moins de 12 mois alors que l'écriture n'avait pas commencé. D'accord. Et je crois que vous me racontiez qu'ils n'hésitent pas à faire retourner une scène, même si... On a eu un truc, je le conseille à personne, mais en plein milieu du montage, on a eu un arbitrage sur une scène qui était assez cool, on était plutôt tous satisfaits, et ils nous disent « Ah, ça aurait été bien d'avoir ça ». On dit bah non, donc on évacue assez rapidement le truc en disant bon, on va passer à autre chose. Et là, en 48 heures, ils nous ont demandé de retourner la scène. Donc le mardi 16h, on fait des notes comme sur un épisode normal où on se dit bon voilà, ça va être un peu plus long que d'habitude. Là non, c'est demain matin 9h un call pour savoir si on peut retourner, si on a les costumes, le décor, les comédiens, etc. Si les comédiens sont raccords parce qu'on était 2 mois après la fin du tournage. Et on l'a fait. Donc le mardi 16h, on décide potentiellement de retourner. Et le jeudi à 18h, on était tous sur le plateau. D'accord. Et l'équation dont parlait Gilles Gaillard précédemment sur le fait que vous avez pas la visibilité sur les chiffres des audiences, que vous êtes peut-être payé mieux au départ, mais pas intéressé. Est-ce que ça intéressé au succès, est-ce que ça vous a gêné ou est-ce que la production française va devoir s'habituer à ces deux systèmes parallèles? Je suis pas certain que ce fait soit établi encore. Pas payé mieux au départ. Voilà, on va vraiment remettre le truc, c'est que je pense qu'ils se sont adaptés aux marchés locaux et qu'ils sont en train de mettre des prix qu'ils essayent d'établir en phase avec le marché. Et je pense que les diffuseurs français aujourd'hui n'ont pas à rougir des budgets qui donnent sur les productions. On a un super système qui fonctionne très bien, on a des super talents. Le seul truc, c'est que je pense que c'est une plateforme qui permet à des talents français d'être à l'international, et c'est ça que les producteurs vont aller chercher, c'est-à-dire qu'ils veulent aller chercher une compétition où on peut être en compétition avec les shows qu'on regarde nous-mêmes sur Netflix, Masters of None, House of Cards ou The End of the Fucking World. Donc c'est ça qui est le plus excitant. Après, l'équation financière, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais on a un système. Quand même, vous pouvez nous dire si vous pensez qu'à long terme, travailler avec Netflix pourra être aussi rentable pour le monde de la production que de travailler avec les producteurs historiques, les diffuseurs historiques français? Ça dépend des volumes, c'est-à-dire qu'eux se promettent d'avoir des dates de diffusion sur des saisons, et on sait tous l'exercice compliqué d'avoir d'une année sur l'autre les saisons. Donc ensuite, ça va se jouer sur un volume plus que sur des prix par minute. Et ensuite, effectivement, ils ont la possibilité de monter des talents comme ils font quand ils font venir Damien Chazelle pour faire une série. Effectivement, c'est compliqué de s'aligner sur ces chiffres-là. Mais il est mieux payé, je pense. C'est vrai, je pense aussi qu'il est mieux payé. Mais aujourd'hui, je pense que c'est une super aide pour les diffuseurs français pour cristalliser quels sont les talents qui peuvent leur permettre aujourd'hui de faire des contenus internationaux, ce qu'on ne faisait pas forcément dans le passé. Et plus en plus, le marché français va être une plateforme intéressante pour faire des contenus depuis la France pour l'international. Et je pense que Netflix a mis le doigt dessus. Et aujourd'hui, je pense que tous les diffuseurs présents ici savent très bien qu'ils peuvent le faire et vendre leur contenu en Italie, en Espagne, aux États-Unis et autres. Et ils ouvrent un bureau à Paris. Est-ce qu'ils sont vraiment très présents et réceptifs au pitch? Est-ce que vous sentez qu'ils demandent énormément de contenu de l'écosystème français? C'est un énorme ogre qui a besoin d'être nourri en permanence. Que ce soit sur l'animation, le documentaire ou la fiction, ils sont tout le temps en train de recevoir des pitchs, ils sont tout le temps en train de lancer des développements, ils sont tout le temps en train de dire plus.
D'accord. Ok. Et ça, pour nous, c'est plutôt agréable parce on raconte des histoires et où qu'elles soient, moi, je suis contente de raconter une histoire dans une publicité, dans une série qui fait 15 secondes, dans un long métrage, dans un téléfilm sur une chaîne normale, dans une série sur une chaîne normale ou dans une série sur Netflix. Je trouve que plus on a de joie à raconter des histoires sur tous les médias possibles, etc., tous les supports, plus c'est gai. Donc, pour ça, c'est vrai que c'est génial. D'accord. Ok. Merci à tous les deux. Beaucoup. Merci à Nicolas.